Aujourd'hui, nous allons explorer l'état d'esprit des Russes en observant ceux en première ligne et ceux restés en ville. Ils ont tous deux des points de vue différents sur cette guerre. Les habitants des villes parlent aussi de la guerre contre les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Je suis estonien, donc ils parlent de la guerre contre mon pays. Et aussi, nous allons voir ce que la Russie fait aux enfants et aux adolescents. Et nous commençons avec Sergueï Tchoïgou, l'ancien ministre de la Défense de la Russie, maintenant au Conseil de sécurité, toujours l'un des alliés les plus fidèles de Poutine. Et je n'arrive pas à croire qu'on parle encore de l'affaire Oreshnik pour la 3e vidéo, que cela se termine. Mais ici, Tchoïgou commente la frappe menée avec l'Oreshnik. Et je pense qu'il en parle mieux que moi. Regardez ça. Dans ce cas, nous avons donné un avertissement. Nous avons également démontré à quel point un coup peut être puissant. Tu parles du coup qui a fait exploser 3 garages où Sacha voulait prendre 50 grammes de vodka derrière la Djigouli? Ce coup puissant. Je ne pense pas que c'était vraiment puissant. On a vu le cratère, il était aussi grand qu'un obus d'artillerie de 152 mm. Mais là, on parle d'un missile nucléaire balistique à 40 millions de dollars. Il devrait y avoir un cratère plus grand que ça. On a tout ce qu'il faut pour ça. Si quelqu'un pense, et certains ne font pas que le penser, ils le disent carrément, qu'il ne reste plus rien en Russie. Coupable, c'est moi. Coupable, je l'admets. Fais-moi changer d'avis, Tchoïgou. C'est pour ça qu'ils ont eu recours à une telle arme. Ils se trompent profondément. Alors je me trompe profondément. Merci de m'avoir fait changer d'avis. Eh bien, je pense qu'il le dit parfaitement. Si quelqu'un pense qu'il ne reste plus rien en Russie, et que c'est pour ça qu'ils utilisent Oreshnik et brandissement la menace nucléaire, c'est la vérité. C'est la seule vérité. Et Tchoïgou le dit juste ici. Avant que nous voyions ce que les Russes pensent de l'invasion de mon pays, l'Estonie, je veux vous montrer une carte. Voici une carte que le ministère russe de la Défense a publiée et qui avait déjà fuité. Et elle est très différente des cartes issues de sources ouvertes sur les lignes de front ukrainiennes auxquelles tout le monde a accès. Ces cartes russes montrent des zones contrôlées par la Russie beaucoup plus grandes, beaucoup plus vastes qu'elles ne le sont en réalité. Et ce n'est pas rien. Le ministère russe de la Défense a publié une carte montrant ce qu'il présente comme la situation dans l'oblast de Zaporijia, avec d'autres affirmations absurdes que nous n'avions pas encore vues. Notamment, selon eux, les forces russes contrôlaient presque tout entre Stepnakirsk et la rivière Koinka, une partie d'Orekhiv, toute la ville de Maratok-Machka, et ont atteint les abords de Yurkivka. Certaines zones qu'ils disent contrôlées sont à environ 13 km de la véritable ligne de front. J'ai superposé leur carte à la mienne pour référence. De plus, cette carte date du 9 avril, elle a presque 2 mois, ce qui signifie que ce qu'ils prétendent être la situation actuelle sera encore plus fou. Et nous avons une vidéo qui compare où se trouve réellement la ligne de front, par rapport à ce que les commandants russes ont transmis au ministère de la Défense concernant la position de leurs unités. Voici la véritable ligne de front. Voici où le ministère russe de la Défense pense que leurs unités se trouvent. C'est important parce que l'armée russe est une armée de commandants menteurs. C'est une culture héritée du passé soviétique et de la Russie moderne. C'est simplement leur culture. Pourquoi est-ce mauvais? Parce que généralement l'armée russe reçoit des ordres politiques de la part des politiciens. Prends telle et telle zone pour telle et telle date. Si ces politiciens regardent ces fausses cartes, ils pensent que leurs troupes sont ici ou là. Ils donnent un ordre politique de prendre la localité numéro X, qui est très loin de la ligne de front, même de la fausse ligne de front. La réalité est encore plus folle. Les troupes sont à 10 km derrière cette fausse ligne de front. Alors l'ordre politique tombe. C'est un système très centralisé. Et les commandants sont forcés d'envoyer des attaques sacrificielles, les unes après les autres, sinon ils seront limogés. Ou bien ils seront eux-mêmes envoyés dans une attaque sacrificielle s'il n'y a pas de résultat. Et cela entraîne un nombre incroyablement élevé de pertes. C'est ce que nous voyons. Nous voyons cela depuis 4 ans. Cela soulève simplement la question. Pourquoi attaquent-ils de cette manière? Un être humain normal ne comprendrait pas, car nous n'avons pas ce contexte. Eux, ils l'ont, ce contexte. Il y a un ordre politique qui vient d'en haut, de très haut. Cet ordre repose sur de fausses informations, car les commandants ont, par peur d'être renvoyés, affirmé avoir pris cette localité et conquis cette zone. Un ordre est venu d'en haut. Très bien, vous l'avez prise, prenez-en plus. Ensuite, ils n'ont rien pris. Donc maintenant, ils doivent réellement prendre d'autres villes et villages, ce qui entraîne des pertes insensées. J'espère que c'est clair. J'essaie de donner une idée de ce qu'est l'armée russe.
Alors, que pensent les Russes ordinaires de la guerre avec les États baltes? L'Estonie, mon pays. Que pensent-ils de l'invasion de mon pays? Une guerre avec les pays baltes est-elle possible? C'est tout à fait possible si l'on prend en compte que des drones sont lancés depuis leur territoire. Vous voyez, c'est le point numéro 1 de la propagande russe en ce moment, que nous, les pays baltes, lançons des drones en Russie. Que cela leur serve de prétexte pour envahir s'ils veulent le faire à l'avenir, que les pays baltes lancent des drones. Nous ne le faisons pas. En fait, nous avons abattu un drone ukrainien qui, à cause du brouillage électronique russe, s'est perdu dans l'espace aérien estonien. Nous l'avons abattu. Donc, nous ne lançons pas de drones en Russie. Nous abattons les drones de n'importe quel pays qui survole notre espace aérien. Pourquoi pas? Les gens là-bas ne sont pas fiables. Ils me traitent de peu fiable. Pour être honnête, les pays baltes eux-mêmes, en théorie, se préparent, c'est-à-dire une mobilisation partielle. C'est vrai en fait, nous avons une armée de réserve. Donc s'ils envahissent, toute notre population masculine, si nécessaire, sera mobilisée pour combattre l'envahisseur étranger. C'est vrai. Eh bien pas une mobilisation générale, mais une armée dans son ensemble. Le budget est en augmentation. Encore une fois, c'est vrai, l'Estonie consacre plus de 5% de son PIB à la défense, ce qui la place dans le top 3 de l'OTAN. Eh bien, ils ont une attitude plutôt négative envers les Russes, donc c'est tout à fait possible. Encore une fois, tu as raison. Nous détestons la Russie, pas forcément le peuple russe. J'ai beaucoup d'amis russes, je m'entends bien avec eux. Je les aime bien. Mais je déteste l'état d'esprit impérialiste russe et le pays lui-même. C'est tout à fait possible. Eh bien, si on a commencé par l'Ukraine, on peut aussi s'en prendre aux pays baltes. C'est horrible. C'est terrible, oui, nous devons en finir. Nous y allions autrefois. Nous avions de la famille qui y vivait, nous y allions simplement. Ma mère est allée rendre visite à ses sœurs qui vivent dans les pays baltes. Eh bien, tant mieux pour elles vivent dans l'Union européenne, pas dans une poubelle. Mais maintenant, on ne peut plus y aller. C'est très triste. Tout va très mal. C'est compliqué. Je plains les jeunes. Je veux qu'ils vivent, qu'ils soient heureux et qu'ils s'épanouissent. Alors ils impliquent les enfants là-dedans. C'est ici que je termine cette vidéo parce que je veux parler des enfants. Nous commençons par les enfants enlevés. La Russie occupe près de 20% de l'Ukraine. Et il y a des centaines de milliers d'enfants au cours des 4 dernières années qui deviennent maintenant des adolescents. Je veux dire, s'ils avaient un 14 ans en 2022, maintenant, ils en ont 18. Ils sont en âge d'être mobilisés dans l'Ukraine occupée. Les autorités russes y contrôlent ces zones et, comme la Turquie, l'Empire ottoman, et l'Empire russe, ils ont appliqué ces mêmes pratiques. Quand ils contrôlent une zone, ils militarisent systématiquement les hommes et les jeunes pour ne pas utiliser leur propre peuple en cas de guerre. Ils peuvent utiliser les gens des zones occupées, ce qui affaiblit ces régions, les empêchant ainsi de redevenir indépendantes et de constituer une armée. Et c'est ce qu'ils font aux enfants ukrainiens. Ceux-ci sont des enfants ukrainiens venant des zones occupées. Et ils semblent avoir 8 ou 9 ans. Dans 10 ans, ce sont ces types qui les entraînent, d'ailleurs. Bérets bleus, ce sont des forces aéroportées, des forces semi-spéciales. Ces types sont des tueurs. Et ils entraînent en ce moment des filles de 8 ans. Dans 10 ans, ces filles, ces garçons, peu importe, ils seront cadets, opérateurs de drones, officiers, envoyant leurs propres hommes à l'abattoir ou en faisant partie. Ils créent les futurs assauts suicides des 20 prochaines années. Ils les créent dès maintenant. Donc dans 20 ans, pour le prochain tsar pourra utiliser ses enfants qui auront alors 20 à 25 ans pour des assauts suicides dans un autre pays. Peut-être les pays baltes. Continuons maintenant sur le sujet des adolescents. Allons à la plus grande usine de drones du monde. Je déteste le dire, mais oui, elle est russe. À Alabuga, ils fabriquent les drones Shahed. En russe, ils l'appellent Guérande 2. C'est une zone immense, une énorme usine de drones. Ce n'est pas un seul bâtiment, il y en a une vingtaine. C'est incroyablement grand. Et voici Darina, 16 ans, qui travaille dans cette usine de drones. Ces mêmes drones, dont elle est responsable de la fabrication avec d'autres adolescents, tuent des gens en Ukraine chaque jour. Regardons cela. Je m'appelle Darina. J'ai 16 ans. Et dès l'année prochaine, je gagnerai déjà 150 000 roubles par mois. Donc ceci est un clip publicitaire. Ce que les Russes choisissent de montrer ici, ce n'est pas la fierté de Darina d'être russe ou de fabriquer des drones russes.
Ils choisissent de faire la publicité des salaires, de l'argent. Cela en dit déjà long sur une culture, ce qu'ils choisissent pour attirer les autres. Ce ne sont pas les valeurs supérieures ou le patriotisme de Darina. C'est Darina qui gagne beaucoup d'argent en fabriquant des drones terroristes. Réfléchissez-y. J'étudie à la Labuga Polytech et je travaille dans la plus grande usine de fabrication de drones au monde. Regardez ces drones Shahed. Chacun d'eux est prêt à tuer des enfants en Ukraine. Mes parents sont fiers de moi. Tu veux être comme ça? Inscris-toi. Tu veux être un terroriste qui tue des enfants en Ukraine? Inscris-toi à l'usine de drones d'Alabuga. Gagne beaucoup d'argent en fabriquant des armes de terreur. Tu vois, c'est un régime horrible. Tu regardes cette vidéo, elle dit tout sur les Russes, leur pays et leurs valeurs. Au moins fais la promotion du patriotisme ou de quelques fausses valeurs. Non, ils ne mettent en avant que l'argent, tu vas beaucoup gagner si tu participes à l'effort de guerre. Ce n'est pas une question de patriotisme, ni de valeurs traditionnelles comme ils essaient parfois de le vendre au monde occidental. Non, c'est uniquement une question d'argent. Ce sont des capitalistes et des terroristes. Alors, c'est quoi cette Russie pour laquelle ces jeunes doivent aller mourir à l'avenir? Juste un petit extrait. Je ne veux pas trop vous faire perdre votre temps ici. Cette vidéo vient de la région de l'amour. Remarquez qu'il y a une voiture dans ce village, ce qui indique qu'il s'agit d'une route puisqu'il y a une voiture. Donc cette voiture est censée passer par cette route. Et cet enfant jouait dehors sur la route et maintenant, il est dedans. Et il ne peut pas sortir car c'est boueux. Il n'y a pas d'asphalte. On pourrait mettre de l'asphalte ici avec le prix d'un seul drone Shahed. Et ils en fabriquent des centaines par semaine. Mais ils ne le font pas. Ils ont ces routes boueuses. Pas d'hôpitaux, pas d'écoles, mais ils fabriquent des Shaheds. Donc ce père dans ce village précis doit sortir son enfant de la boue. Ce n'est pas de la boue, c'est la route hors de la route, sinon l'enfant va s'enfoncer. Voilà la Russie pour laquelle ils se battent. Allons sur la ligne de front. Je suis sûr que vous voulez voir ce qui se passe sur le front russe. Donc si tu ne pars pas à l'assaut et que tu fais le contraire de ce que je viens d'expliquer, puis décides dans l'armée russe d'arrêter, c'est bon, je ne continuerai plus. Je ne vais pas partir à l'assaut parce que je veux faire autrement, je veux changer. Le changement commence en moi. Voilà ce qui t'arrive. Il t'attache et il te frappe. C'est comme ça depuis des siècles. Ce style de passage à tabac et ce genre d'humiliation, et maintenant il le filme. Mais à l'époque tsariste, il faisait pareil. Chaque fois qu'il y avait des réfractaires, comme on les appelle maintenant, à l'époque tsariste aussi, il s'assurait pas de les battre et de les humilier publiquement, parce que l'armée russe a toujours fonctionné sur la peur. C'est toujours la peur et l'argent. Il n'a jamais été question de valeur ou de patriotisme. Donc on tabasse les gens, on instille la peur, et on paie bien les commandants qui ensuite extorquent encore plus d'argent aux plus bas gradés. Voilà ce qui t'arrive si tu veux changer quelque chose en Russie. Vidéo suivante, 6 soldats d'assaut, tous estropiés, tous des victimes, je veux dire des blessés. Et ils ont été envoyés à l'assaut avec 2 ou 3 kalachnikovs et environ 3 gilets par balle pour 6 personnes. Nous partons en mission de combat avec 2 fusils d'assaut et 3 gilets par balle pour 6. Nous sommes tous des estropiés. C'est fou. Par estropié, il désigne des blessés, certains avec une balle dans la jambe ou au tibia qui boitent. Il y a des bataillons d'estropiés en Russie. Dans les assauts suicides, tu es estropié, tu reviens. Tu as survécu. C'est ta faute. Maintenant, pour la punition, tu seras affecté au bataillon des estropiés et tu seras envoyé à l'assaut parce qu'au moins, comme ça, tu pourras éliminer un drone ukrainien ou une mine ukrainienne avec ton corps. Et on voit, tu sais, ce drone ukrainien qui fonce sur des soldats russes. On voit toujours cette dernière image avant que l'image ne disparaisse. Il y a une explosion. On voit de plus en plus de ce genre de dernières images. Un soldat russe avec une béquille ou un bâton ou peu importe, ce qu'il trouve dans les bois, boitant, lançant la béquille sur le drone. Ce sont des bataillons d'estropiés. Si tu survis à un assaut dans l'armée russe, c'est de ta faute. Tu ne seras un héros qu'une fois mort. Tu dois mourir pour valoir quelque chose dans l'armée russe. Si tu survis, ils te renverront jusqu'à ta mort. C'est là que tu auras de la valeur pour eux. Pour illustrer davantage la culture russe, il s'agit d'une collecte de fonds civils liée à l'armée. Comme moi, j'ai organisé 8 collectes de fonds pour l'Ukraine, vous savez, des voitures, du matériel médical, des drones, tout ça. Cette femme choisit de collecter des fonds pour une raison précise. Son nouveau choix en dit long sur l'état d'esprit russe.
Vous pouvez sélectionner armes, voitures, drones et matériel médical. Vous pouvez choisir de l'argent pour les jardins d'enfants près du front. Quelle que soit la raison qui aide les enfants ou les animaux, c'est ce qu'elle choisit. Je n'ai pas tout inclus, alors je le dis dans cette vidéo. Encore une chose, quelqu'un peut-il m'aider à acheter des sacs mortuaires? Elle demande de l'argent pour cela alors que ses soldats sont déjà morts. Vous pourriez récolter des fonds pour les vivants. Si vous avez des valeurs humaines, vous cherchez à améliorer la vie des vivants. L'invasion est déjà en soi horrible. Donnez de la nourriture à vos soldats, procurez-leur de meilleurs casques, un meilleur équipement. Mais vous prenez l'argent des gens pour acheter des sacs afin d'y mettre leur corps. Je comprends qu'il faut leur montrer du respect s'ils meurent, etc. Mais c'est la dernière priorité. Vous pouvez les aider tant qu'ils sont en vie. Mais non, en Russie, c'est une culture de la mort. Ils vouent un culte à la mort. Donc ils font des collectes de fonds pour les sacs mortuaires. Aucune autre nation occidentale ne ferait jamais ça. Aucune collecte de fonds ukrainienne ne ferait jamais ça. C'est uniquement russe. Parce qu'ils voient près de la valeur dans la mort. Ils l'aiment. Ils en font une obsession. Cela fait partie de leur état d'esprit. Collectons de l'argent et achetons des sacs mortuaires, car ces soldats n'auront de la valeur qu'une fois morts. Vivants, ils n'étaient que des déchets. Mais comme partout, il y a des exceptions en Russie. Des personnes courageuses qui pensent ce qu'elles disent et disent ce qu'elles pensent. Je vous présente un grand-père qui en a assez de ces attaques de drones sur son jardin. Je ne sais pas comment présenter cette vidéo, regardez-la. Il y a déjà eu 2 explosions. Et cette femme filme dans son jardin. Et ça, je suppose, c'est son père. Daniel, en voici plus. Je suis désolé de rire. Je veux dire, c'est vraiment effrayant quand on entend la première explosion. Mais on doit réécouter ça. Désolé. Je m'excuse. J'ai sûrement crié pareil en entendant ma première explosion de drone toute proche. Maman, je veux rentrer à la maison. C'est encore plus effrayant à la maison. T'es stupide? Je ne peux pas. Comme la fille dit à sa mère, j'ai peur, je veux rentrer à la maison. Tu es stupide, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Clac, clac. Tu sais, c'est tellement russe. Et regarde, j'ai peur. Mais maintenant, le père ou le grand-père entre en jeu avec le sien. J'adore ça. Pépé, c'est un Pépé. Pépé, viens ici. Ça vient juste d'exploser là. Regarde ici. Et alors, je t'ai dit, Poutine, c'est un con. Il peut aller en enfer. Ce Pépé en a vu des choses. Il sait de quoi il s'agit. Il est vieux. Il n'a pas peur de la mort. Il peut dire ce qu'il pense et penser ce qu'il dit. Ils peuvent venir après lui, mais il ne s'est jamais incliné devant cette secte de la mort. Qu'il aille se faire voir. Qu'est-ce que Poutine a à voir là-dedans? Ils demandent alors au grand-père « Qu'est-ce que Poutine a à voir là-dedans? Pourquoi attaquez-vous notre goudron ?» Et qui est ce putain de connard? Il a bombardé l'Ukraine. C'est la dernière phrase qu'on entend de ce grand-père. C'est un homme stupide. Il a bombardé l'Ukraine. C'était sa plus grande erreur. Et ce grand-père, je ne sais pas qui il est russe. Les Russes ont certaines qualités très positives. Malheureusement, à cause de cette guerre, ces qualités sont enfouies sous ce culte de la mort. Mais parfois, il parle franchement. C'est ça, tu sais, ce flair. Ça, si tu as fini, tu as fini. Et tu diras ce que tu penses. Ce grand-père, je l'aime bien. Continuez à dire la vérité, monsieur le grand-père lambda venu de Russie. Merci, c'est tout, mes amis. Chaque lundi, mercredi et vendredi, je ferai une nouvelle vidéo pour vous. Alors abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, revenez me voir. Au revoir.